Et j'appelle la communication suivante du professeur Marc Muren de Rouen, évolution technologique en chirurgie du segment antérieur de l'œil, gadget ou réel progrès, exemple du microscope 3D. Alors, avant que professeur Marc Muren donc commence son exposé, je voudrais dire que j'ai toujours eu beaucoup d'admiration, et je ne suis pas le seul, pour les qualités de chirurgien de Marc Muren, qui est un véritable, pour moi, Mozart de la chirurgie cornéenne, et qui dirige qui dirige le CHU de Rouen, le service d'ophtalmologie. Et donc, il va nous parler d'un domaine, je ne sais pas si c'est vraiment il parle habituellement de cornée, là, tu vas nous parler de microscope, c'est ça? C'est ça. Microscope sur la cornée, peut-être, non? Non, 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 non. Ah, verré. Donc, un grand merci, Jean-Pierre, de ton invitation. Je suis très honoré donc, de parler devant l'Académie nationale de chirurgie et des pratiques opératoires innovantes. Et donc, j'ai bien conscience que toute évolution technologique est analysée avec la plus grande objectivité, la plus grande acuité, d'où ce titre un petit peu provocateur, Gadget ou réel progrès, qui nous questionne et qui doit nous questionner à chaque fois qu'un progrès se présente à nous. En ophtalmologie, en fait, l'apparition de nouvelles techniques chirurgicales, c'est relativement fréquent. On a vu des nouvelles techniques de greffe de cornée. Il n'est pas une année sans qu'on voit un nouvel implant de cataracte, sans qu'on voit un nouvel implant de glaucome. Mais c'est quand même plus rare qu'une nouvelle technologie industrielle s'impose et révolutionne notre pratique quotidienne. Alors, à titre d'exemple, on peut citer la phacoemulsification, comme Dominique vient en parler, dans les années 80, le laser excimer qui a révolutionné la chirurgie réfractive dans les années 90, et le laser femtoseconde qui sont les trois révolutions chirurgicales ophtalmologiques. Pourtant, il n'est pas de congrès annuel sans voir présenter le nouvel appareil chirurgical qui va tout révolutionner, qui va avoir la meilleure efficacité pour le minimum de risques. Et tout ça, c'est pour illustrer un peu la complexité des relations industrielles qui est obligée d'arriver toujours chaque année avec des innovations. Et nous, chirurgiens ophtalmologistes, et en particulier les key opinion leaders, toujours désireux d'essayer les premières nouveautés et puis d'être sur les estrades pour les présenter, ce qui parfois peut moduler un peu l'objectivité. Et donc, ce n'est pas toujours facile de trier le vrai du faux, tout en sachant qu'il y a un gros marketing qui est mis en branle devant nous pour présenter ces dispositions. Alors, j'ai pris l'exemple cette fois des systèmes de visualisation 3D parce qu'ils sont relativement récents en ophtalmologie et parce qu'ils nous sont présentés comme une véritable révolution chirurgicale, on va dire un changement de paradigme. Vous voyez un mot qu'on entend depuis une dizaine d'années, que depuis maintenant on entend tous les mois à chaque apparition d'une nouvelle technique. Cette fameuse chirurgie en 3D, vous voyez, qui me fait opérer en position de skieur avec les Blues Brothers derrière, comme vous voyez sur cette photographie. Alors, c'est vrai que l'œil, c'est tout petit, et donc, pour les non-ophtalmologistes, il est toujours nécessaire de grossir le site opératoire avec nos microscopes pour pouvoir travailler avec la plus grande finesse. Et on va dire que la vraie révolution, d'abord, pour arriver à faire ce geste par des introductions d'incision de 2 mm, vous voyez ici, c'est une cataracte traumatique, eh bien, il nous faut effectivement des microscopes. Et l'apparition de ces microscopes opératoires dans les années 60-70, ça a été une véritable révolution. Et donc, je garde la photo de Kellman, dont tu parlais, Dominique, à l'instant, dans les années 60-70, avec ces microscopes qui étaient, que l'on pouvait régler, on va dire, manuellement, mais qui sont arrivés et qui ont permis, cette fois-là, d'opérer avec des résultats bien meilleurs. Et puis, l'évolution des microscopes, vous voyez ici, en train d'opérer devant un microscope optique de qualité. Alors ici, le chirurgien, ici mon interne, vous voyez, devant un microscope opératoire d'ophtalmologie, ben maintenant, il va piloter avec les pieds la mise au point en avant, en arrière, le focus, le zoom, etc. Et finalement, par rapport aux orthopédistes ou aux médecins, aux chirurgiens viscéraux, eh bien, vous voyez que le chirurgien ophtalmo, lui, est tranquillement assis en face de son microscope pendant toute la journée, ce qui est quand même beaucoup plus confortable. Vous voyez ici que la tête, elle est toujours bien positionnée haute. Il y a des oculaires aujourd'hui qui sont réglables horizontalement, verticalement. Et on est comme ça auprès de notre patient dans les positions les plus confortables. Alors, à la différence, dès que vous utilisez un système de microscopie 3D, eh bien, vous voyez, vous avez ces lunettes. Vous devez tourner la tête vers un écran qui est un petit peu à distance.
Et donc, vous avez un petit learning curve pour arriver à opérer, positionner ses mains devant l'œil, puisqu'on voyait le nez du chirurgien est un peu relevé, alors qu'on est habitué, nous, à être tourné vers l'œil du patient avec notre microscope habituel. Et effectivement, ce qu'on a dit tout à l'heure, un des avantages, c'est que vous voyez toute l'équipe derrière qui a des lunettes 3D qui peut suivre l'intervention en chirurgie 3D. Alors, c'est vrai que le besoin est différent des autres spécialités chirurgicales. Quand vous voyez ici mon collègue Khalil Attam qui fait une cure de hernie inguinale en chirurgie 3D, bon, bah, effectivement, il n'a pas les yeux dans le ventre. Donc, il a son sonde de célioscopie. Et puis, forcément, au début, il est en 2D. Il est allé voir les industriels en leur disant, est-ce que vous ne pouvez pas mettre 2 caméras et une analyse en 3 dimensions pour que je puisse me repérer à l'intérieur, parce que moi, je n'y vois pas. Si je vois ici mon collègue Jean-Marc Bast, qui fait de la chirurgie thoracique, ben effectivement, vous voyez que ces outils sont à l'intérieur du ventre. Lui, il n'est pas dans le ventre. Hein, il n'a pas sa tête dans le ventre, donc il est décalé. Il a besoin d'une analyse en 3 dimensions. C'est sûr qu'il va voir l'industriel en disant, est-ce que tu ne peux pas me faire une caméra 3D pour que je vois aussi bien à l'intérieur, pour que je vois aussi bien que si j'y étais moi-même. Mais en chirurgie ophtalmo, c'est un peu différent. Parce que vous voyez à gauche, en microscopie conventionnelle, moi, je regarde directement mon site opératoire, que je grossisse un peu. Vous voyez, comme si je suis dans ma voiture et je regarde au travers du pare-brise. Et je vois la route devant moi. En revanche, à droite, vous voyez que dans le microscope, on a introduit 2 caméras avec un capteur et on l'a délocalisé sur un écran pour que je regarde avec des lunettes 3D. Donc, si on devait faire l'allusion avec la conduite automobile, eh ben, je suis assis dans ma voiture, on a enlevé le pare-brise, on a mis un écran 3D, j'ai mis des lunettes, on a mis une caméra sur le capot, et puis j'avance en regardant avec lunettes 3D l'écran 3D. Donc pour moi, ce n'est pas un ophtalmologiste qui a demandé cette évolution, ce sont les industriels qui étaient capables, parce que c'est une prouesse technologique, de faire ce type de choses et de nous le présenter dans un second temps. Alors, si on analyse cette microscopie opératoire, il y a 2 laboratoires à l'heure actuelle qui l'ont réalisé. Vous voyez, le laboratoire Alcon, donc qui positionne une caméra vidéo HD qui va capter avec 60 frames par seconde et qui va vous envoyer l'image vers un écran 3D de 55 pouces. Globalement, ça équivaut à peu près à 35 pixels par millimètre carré de cet écran lorsque vous les regardez. Effectivement, la qualité de vision, ça dépend de la qualité de l'écran que vous allez avoir. Mais si on compare un petit peu ça à l'œil humain par rapport à notre microscopie normale, si vous voulez. Bon, ben, vous voyez, la caméra vidéo, elle va à 60 frames par seconde. C'est-à-dire, c'est la fluidité. Un œil, il est quand même capable de noter des différences de fluidité jusqu'à 200, voire 400 frames par seconde. Donc, c'est-à-dire que la qualité et la capacité de visibilité de l'œil est supérieure de toute façon. Si on regarde la densité de nos cônes, ce n'est pas 35 pixels, c'est 150 000 à 300 000 pixels par millimètre carré au niveau de la fovea. Donc, c'est-à-dire que notre capacité, elle est forcément supérieure à celle d'un capteur d'image. Et même si la capacité de la caméra un jour dépassait celle de l'œil humain, de toute façon, notre œil humain le limitera à ce moment-là. Je cite aussi la société Zeiss qui produit le deuxième microscope 3D. Alors, il y a des études comparatives qui ont comparé les microscopes 3D et les microscopes conventionnels. Alors, vous voyez ici cette étude en 2024 sur 112 patients dans chaque groupe opérés de la cataracte par 5 chirurgiens. Alors, il n'y a jamais de différence significative en termes de résultats visuels, en termes de complications, etc., puisqu'il n'y a pas eu de complications. La seule chose dans cette étude qui apparaissait, c'était que les chirurgiens se plaignaient de moins d'avoir de douleurs cervicales lorsqu'ils opéraient en microscopie 3D, c'est-à-dire avec le nez relevé. La durée était un peu plus longue en microscopie 3D parce qu'il y a à la fois un learning curve et puis parce que aussi c'est toujours difficile de positionner à distance les instruments avant de le voir apparaître sur l'écran. Mais apparaît un avantage, c'est que c'est la possibilité d'opérer avec une illumination faible. Deuxième étude en 2018, 25 patients dans chaque groupe, là c'est la chirurgie du trou maculaire. Le résultat clinique final est le même, la durée est le même, c'est-à-dire qu'on peut opérer avec un microscope 3D. Là également, un avantage en termes d'intensité lumineuse. Vous voyez, 40% versus 100%. Dernière étude que je vous présente, parce qu'elle fait référence à notre ami, le professeur Tadayoni.
vous voyez cette étude prospective qui a évalué le confort du patient au cours de la chirurgie. Donc, 128 patients opérés de la cataracte, soit par chirurgie 3D, soit par chirurgie conventionnelle. Et vous voyez que l'intensité lumineuse des chirurgies par 3D, elle est beaucoup moins importante. C'est-à-dire qu'il y a 3425 lux versus 24 000 lux. C'est quand même beaucoup moins important. Et ils ont évalué l'éblouissement et le confort du patient. Vous voyez, sur une échelle de 1 à 10. Donc, l'éblouissement, très ébloui 10, pas ébloui du tout 1. Donc, vous voyez que dans le groupe 3D, on avait 1. Dans le groupe conventionnel, on avait 3, ce qui est significatif, mais pas non plus très, très important. Et en termes de confort, vous avez une échelle de 1 à 10, du 10 très confortable, 1 pas du tout confortable. Et vous voyez, on a un léger meilleur confort. En fait, c'est en début d'intervention, lorsque vous mettez la lumière sur le patient, parce qu'après, aucun de nos patients ne se plaint d'éblouissement pendant l'intervention. Donc, en fait, on voit que si on regarde un peu les avantages théoriques qui sont mis en avant par les fabricants, on a moins de luminosité avec la 3D, avec un risque théorique diminué de phototoxicité, mais en fait, c'est un risque quand même très, très rare. Les patients, en général, ne sont pas éblouis par la chirurgie conventionnelle. On décrit moins de douleurs au niveau dorsal et du cou, mais il n'y a quand même qu'une seule étude qui l'a décrit. On va voir que c'est toujours difficile d'être en double aveugle sur ce type de chirurgie. Donc, forcément, quand on évalue au début, on a du mal à être totalement objectif. On parle d'augmentation de profondeur de champ, mais il faut savoir que si vous augmentez la profondeur de champ, c'est-à-dire la netteté à tous les niveaux, vous limitez un peu la vision du relief. Mais un gros avantage, vous avez tous les patients, toutes les personnes dans la salle, effectivement, qui peuvent voir en 3 dimensions votre chirurgie. On peut ajouter quelques filtres. Pour certains, c'est un petit avantage, mais finalement, on finit par les utiliser de moins en moins. Mais il faut voir qu'à côté, vous avez aussi des inconvénients. Un coût très élevé de plusieurs dizaines de milliers d'euros lorsque vous achetez la 3D. Vous avez une fragilité des systèmes, de caméras, des composants électroniques, des logiciels intégrés. Et donc, avec des coûts et des délais de maintenance qu'il faudra avoir, l'enregistrement en 3D ne se fait pas vraiment. Il n'y a pas de logiciel de montage aisé pour faire de la 3D. Puis, on va voir que l'aide opératoire, lui, en général, si on lui demande de couper les fils, il est à 90 degrés. Et alors, pour voir en 3D, c'est quand même plus compliqué. Vous voyez ici, en conventionnel, moi, j'ai la tête droite. À droite, j'ai la tête tournée sur la droite. Je ne suis pas certain que, pour le coup, ça soit meilleur. La position de l'aide opératoire en 3 dimensions, c'est pire. Vous voyez mon aide qui est à ma gauche. Si je lui demande de couper les fils, il regarde l'écran qui est à sa gauche en permanence. Donc, il faudra des écrans qui soient posés sur le patient, en bout de patient. Donc, au final, vous avez des résultats opératoires qui sont identiques en termes d'acuité visuelle et de complications. La chirurgie est un peu plus longue en 3D. La position, moi, je trouve, de l'opérateur, elle est quand même décalée sur le côté parce qu'il faut avoir accès à un écran. Et puis, de toute façon, l'acuité visuelle que vous avez sur un écran, c'est quand même moins bien que celle que vous avez directement. L'avantage, vous utilisez moins de lumière en 3D. Le confort est augmenté pour le patient en début d'intervention. C'est plus sympa pour les personnes dans le bloc. Et puis, c'est vrai que nous, on aime opérer avec des nouveautés. Et donc, il y a toujours cet intérêt à essayer ces technologies. Au presque final, vous voyez que c'est sûrement une prouesse technologique de nous proposer ça, mais c'est très exagéré de parler de révolution chirurgicale. Pour ça, il faudrait une amélioration clinique chez les patients. Il ne faudrait pas un équivalent clinique. Vous savez. Il faut autre chose pour parler de révolution. Alors, je maintiens en disant cependant, il y a un certain nombre de patients, qui ne peuvent rester allongés lorsqu'on les opère de la cataracte, parce qu'ils ont une orthopnée, parce qu'ils ont des vertiges de Ménière et des insuffisants respiratoires. Vous voyez, ils arrivent, ils sont assis. Dès que vous les allongez, vous ne pouvez pas les allonger, ces patients-là. Donc, c'est vrai que ça devient plus compliqué. Alors, il y a un certain nombre de techniques chirurgicales qui ont été décrites pour essayer de positionner notre microscope optique en face de l'œil du patient pour arriver à l'opérer. Mais vous voyez que les conditions sont relativement complexes. Il faut opérer les bras allongés, sans appui chirurgical. Nous, on avait décrit une technique il y a très peu encore, où on opérait le patient à la lampe à fente. C'est-à-dire, on pouvait s'appuyer, le patient était assis, en étant binoculaire, et on opère la cataracte comme ça pour un patient qui ne peut que rester assis et qui ne peut pas s'allonger comme certains. Mais ça demande quand même une expérience chirurgicale très importante. Vous voyez ici, le patient il est à la lampe à fente, on lui retire sa cataracte. Alors, c'est sûr qu'il
il y a aussi des patients qui ne peuvent être ni allongés ni assis. Vous voyez, ces patients qui ont une psychose, ils sont allongés avec la tête à 45 degrés et ils ont une cataracte. Alors, avant la chirurgie 3D, regardez comment je faisais. Je mettais des lunettes loupe qui grossissent 3 fois. Et puis, vous voyez avec un iPhone comment on retire un cristallin en phacoemulsification avec une lunette loupe. Mais là encore, il faut une expérience chirurgicale forcément très importante avant d'arriver à faire ce type de chirurgie. Alors, c'est là que la 3D, elle a un rôle exceptionnel. On peut féliciter notre collègue Sandali qui l'avait publié également. Et puis, je vous montre une petite vidéo où on décrit l'utilisation de la microscopie 3D chez les patients qui ne peuvent pas être allongés. Donc là, on a un patient, il ne peut être que, vous voyez, il a fait un AVC, il a un problème dorsal, il ne peut être qu'à 50 degrés de position. Dans cette condition-là, moi, je ne peux pas lui mettre mon microscope optique dans la position normale. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va brancher un microscope 3D sur notre microscope et puis on va l'orienter à 45 degrés devant l'œil du patient. Alors, c'est vrai que dans cette situation, moi, je ne peux plus mettre mes yeux dans le microscope. Donc, par contre, si j'ai un système 3D, ben, je peux me déplacer comme le chirurgien qui fait de la chirurgie robotisée au niveau de son ventre. Je suis à distance et je peux opérer parce que j'ai le système 3D, chose que je ne pouvais jamais faire avant. Donc, vous voyez, on va positionner ici le microscope opératoire dans l'angulation qui est celle de l'angulation du patient. Et puis, on va mettre les lunettes, on va examiner. Certes, les conditions opératoires seront peut-être un peu moins aisées, mais finalement relativement faciles, en tout cas beaucoup plus faciles que celles que je vous ai démontrées avec une lunette loupe ou avec la lampe à fente. Donc, vous voyez, l'appareil est ici. On met les lunettes loupe. On est à 90 degrés. On est obligé d'opérer debout dans ces situations-là avec les appareillages puisque la tête du patient est énormément relevée. Ou alors, il faudrait un tabouret très élevé. Et puis, vous voyez que tous les temps chirurgicaux vont pouvoir être réalisés de la cataracte. Ça part de l'incision. Vous voyez que là, on a l'impression, lorsqu'on va filmer, que je suis dans une situation de chirurgie normale, alors que forcément, ça n'est pas du tout le cas, puisque le patient est à 45 degrés de positionnement. Voilà, donc tous les temps de la phacoemulsification vont être réalisés dans cette situation. Et puis, voilà, chirurgie 3D en position complexe. Alors, pour ne pas montrer que ça se fait qu'avec un des laboratoires proposant ce type de microscope, ici, vous avez la même chose avec celui du laboratoire Zeiss, où là, carrément, vous voyez, la tête elle est à 90 degrés et le patient est allongé. Et moi, je suis en face de lui. Et grâce à la microscopie 3D, je vais pouvoir être à côté de lui et l'opérer. Sinon, il faudrait que je sois à cheval sur lui pour pouvoir l'opérer en face. La microscopie 3D me permet de l'opérer dans cette situation. Donc, il faut reconnaître que dans cette situation, une tête optique 3D orientée dans une position incompatible avec les yeux du chirurgien peut permettre une chirurgie jusqu'alors quasi impossible. L'utilisation de microscope 3D est révolutionnaire pour ces patients. Problème, ils sont excessivement rares, ces patients. On pourrait terminer sur cette dernière diapositive. Malgré une médiatisation importante par les distributeurs, par les key opinion leaders, les avantages de la microscopie 3D sont quand même relativement faibles en chirurgie ophtalmologique courante. Et ils sont contrebalancés par certains inconvénients tels que le coût. Est-ce qu'il faut investir 80 000 € dans ça par rapport à son microscope ou pas? En revanche, vous voyez que la technique, elle s'avère indispensable dans des situations particulières. Et ces patients, il faut quand même s'en occuper, y songer. Ce qui pose une question importante. Comment peut-on développer une technologie onéreuse si elle ne doit être vraiment utile que pour les indications rares? Est-ce qu'on peut développer pour des indications rares? C'est vrai que les discussions avec les industriels à ce moment-là sont importantes. Et donc, on va conclure avec cette question du départ. Gadget ou réel progrès, vous voyez que la réponse est quand même complexe, puisqu'on ne va pas y répondre de manière aussi manichéenne. On voit bien que dans la clinique courante, bon, bah, peut-être qu'on n'est pas très loin du gadget, mais que dans d'autres situations, c'est un réel progrès. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Dr Rosenbaum. Merci beaucoup, Marc. Donc, tu as un créneau, une niche pour les patients qui ne peuvent pas être allongés. Non, c'est fantastique. Alors, par rapport à cette technologie donc 3D, alors il est sûr que en dehors des cas que tu as montrés, qui sont des cas quand même extraordinaires, que tu arrives prodigieusement à opérer, l'histoire de ces écrans avec une position du corps un peu différente qui ne correspond pas à nos positions habituelles. En plus, par rapport aux autres chirurgies, nous sommes habitués à utiliser des appareils optiques, un microscope que nous maîtrisons très bien, avec lequel nous voyons très bien. Alors, ces écrans 3D peuvent bénéficier parfois de filtres, de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Alors, je pense personnellement que ces fonctions seront intégrées dans les microscopes du futur et on n'aura pas besoin effectivement de ces 3D. J'en profite pour remercier le laboratoire ZEISS, mécène de l'Académie, qui accompagne donc l'Académie nationale de chirurgie et qui d'ailleurs vous invite et nous vous invitons pour une collation à la fin de cette séance. Et donc, voilà, donc des questions par rapport à cette technologie. Professeur Joannet. Oui, alors je comprends vos interrogations, mais c'est assez intéressant de revoir un peu ce qui s'est passé dans le passé. La célioscopie, en fait, elle était embryonnaire depuis 1945 et très inconfortable parce que on regardait à travers une optique, seul le chirurgien voyait quoi que ce soit. Et puis en 1987, Cameron Nezat, un chirurgien new-yorkais gynécologue, a dit moi j'opère sur un écran. Alors ça a été évidemment transgressif, il y a eu un débat, mais finalement, lorsque la célioscopie, 3-4 ans plus tard, s'est diffusée partout dans le monde, tout le monde a trouvé que opérer avec un moniteur, c'était plus confortable parce qu'on n'était pas le dos courbé sur l'optique, et deux, le gros avantage, c'est que tout le monde voyait ce qu'on faisait. Mais bon, on était déjà, donc ça, c'était un premier point. La célioscopie s'est beaucoup répandue, et puis il y a eu un débat pour savoir si c'était mieux de faire de la célioscopie en 2D ou en 3D. Et moi, je me souviens très bien que dans mon club de chirurgiens, on a fait une séance sur ce sujet. Bon, il y avait qui étaient assez favorables, mais qui disaient ça peut donner mal à la tête, enfin, etc. Et puis, finalement, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris, pourquoi? Parce qu'il fallait s'équiper d'un nouveau matériel, alors que tout le monde était déjà équipé en 2D. Et puis, dans les années 2000, est arrivé le robot. Et là, le robot, c'est du 3D. Et donc là, du coup, tout d'un coup, le 3D est redevenu très sexy parce que c'était beaucoup plus précis et donc ça permettait de faire une chirurgie plus fine. Et on voit bien qu'avec le temps, les choix dépendent de différents facteurs. Et la 3D, maintenant la robotique se développe beaucoup et on voit bien que, je parle de robotique des tissus mous, on va utiliser la 3D à peu près systématiquement parce que c'est fourni dans l'appareil. S'il fallait utiliser des robots 2D et ensuite passer aux robots 3D, ça serait beaucoup plus compliqué. Je vous remercie de votre remarque. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai présenté des exemples de chirurgie viscérale et de chirurgie thoracique. C'est parce que l'œil du chirurgien n'est pas directement sur le site opératoire. Bien évidemment, vous êtes tous en face de moi. Je préfère vous voir en 3D que vous voir en 2D. D'accord? Et d'ailleurs, je vous vois en 3D. Je pourrais vous voir avec des lunettes 3D sur un écran positionné en face de moi. Je pourrais. Mais finalement, je préfère vous voir en 3D comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis déjà en 3D. Je ne passe pas de la 2D à la 3D. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis déjà en 3D. Alors, oui, demain, les industriels vont probablement nous obliger. L'évolution, peut-être, fera que. Mais ça ne sera pas notre demande initiale, si vous voulez, de la chose. En tout cas, je ne vais pas y gagner en qualité véritable. Pas justifiant un coût élevé, si vous voulez. Mais on est dans un... Vous voyez ce que je veux dire? Mais
je ne suis pas un vieux schnock à refuser en tout cas, je ne suis pas réputé pour ça, pour refuser toutes les avancées technologiques, hein. On va, dans l'ensemble, on va plutôt essayer de les accompagner, si vous voulez, hein. Mais je pense que nous, vous êtes une académie ici. Bon, j'ai bien vu que le laboratoire Zeiss était là, donc on ne pouvait pas dire toujours n'importe quoi. Mais si vous voulez, on connaît quand même, si vous voulez, cette espèce de relation, si vous voulez, entre l'industriel et le chirurgien. Et donc, que chacun aussi garde son objectivité, c'est important, si vous voulez. Et moi, je suis content quand j'ai besoin d'un souci particulier, quand je veux améliorer un secteur de ma chirurgie, je suis content d'aller voir un industriel pour lui dire, est-ce que tu ne pourrais pas faire ça pour moi? Vous voyez, ça m'intéresse en général plus que l'industriel qui essaye de me passer un truc, finalement, dont je n'avais pas besoin. Commentaire du professeur Monet. Non, moi, merci pour votre question. Et en complément de tout ce qu'a dit Marc, auquel je souscris totalement, et moi, j'ose dire, c'est plutôt gadget, mais je vais faire une remarque sur le segment antérieur, parce que tu n'as pas beaucoup parlé de la rétine, mais nos collègues qui opèrent la rétine, donc, eux, sont plus d'appétence pour le système 3D parce qu'ils vont avoir un gain de visualisation par rapport à leur simple microscope. Et souvent, ils passent à travers des lentilles qui ne sont pas toujours de bonne qualité, qui peuvent bouger. Ils sont obligés de mettre du viscoélastique pour avoir une transparence augmentée. Et là, je pense qu'il y a un vrai intérêt à ces systèmes 3D. En tout cas, c'est ce que relatent les chirurgiens de la rétine, pour aller un peu dans le sens de ce que vous décriviez pour la célioscopie, où je trouve qu'il y a beaucoup effectivement d'analogies. Alors, oui. Non, mais Professeur Madamou. Alors, vous êtes encore une fois un peu des éclaireurs. Et je pense que cette microscopie 3D, elle est très, très utile en chirurgie de la main, en microchirurgie vasculaire, neurologique, etc. Je suis sûr que les développements seront peut-être beaucoup moins exceptionnels que ceux des cas rares donc, que vous avez décrits. Donc, très important de continuer, ne pas abandonner cette technologie. C'est mon avis, hein, mais peut-être que vous avez d'autres commentaires. En chirurgie de la main, je pense qu'il y a un intérêt à orienter la tête. Vous voyez, pour aller chercher un tendon par ici, par là, une artère, etc. Vous voyez, tout ce qui est orientation de la tête doit aller vers les orthopédistes de la 3D, si vous voulez. ont plein d'applications dans ce secteur. Oui, chaque fois que vous avez besoin d'orienter une tête, forcément, c'est un intérêt, si vous voulez. Mais c'est la particularité de l'ophtalmologie que je vous fais partager. Monsieur Raphaël Amar, qui nous fait plaisir d'être présent, Zeiss, qui est un collaborateur. Alors moi, je suis directeur médical marketing, mais je suis aussi orthoptiste de formation. J'ai travaillé à l'hôpital américain et donc spécialiste de la vision binoculaire aussi au départ. Je voudrais juste faire un petit commentaire par rapport en fait à l'image qu'on a vue tout à l'heure. Premier microscope, en fait, qui a été fait, microscope opératoire, c'était en 1953. C'était d'abord pour l'ORL, chirurgie ORL. Et en fait, le chirurgien avait détourné un microscope de recherche pour faire sa chirurgie d'ORL. Et 1954, premier microscope en ophtalmologie qui est parti de l'application de l'ORL. Et juste ce que je voudrais rappeler, c'est qu'à l'époque, la première des choses qui était demandée à Zeiss, parce qu'en fait, ils avaient ces microscopes de recherche et qu'ils ont après détourné pour l'application clinique et chirurgicale, c'est d'avoir un oculaire pour apprendre aux jeunes chirurgiens la technique chirurgicale. Et je pense que c'est aussi un élément important. Alors oui, la chirurgie 3D ne va pas révolutionner, je le dis clairement. Ça répond à certains besoins, certaines attentes de certains chirurgiens. On a aujourd'hui différentes applications de la chirurgie ophtalmologique en segment antérieur. Et oui, avec le professeur Monet, je confirme que pour la partie postérieure, on a des avantages en termes de résolution, mais peut-être que vous direz que ce sera un argument marketing. Mais cependant, l'enseignement aussi pour les jeunes chirurgiens passe par l'apprentissage et d'avoir aussi des lunettes 3D et de voir la profondeur de champ pendant que le chirurgien opère peut être aussi un avantage. Et juste un dernier commentaire, lorsqu'on est une filiale et notamment des industriels, je pense qu'on a besoin des chirurgiens et les chirurgiens ont besoin de nous et des industriels pour faire progresser la médecine. Et je pense que c'est un dialogue permanent et constant. Et dernier point sur le plan marketing, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus raconter n'importe quoi. On ne fait plus du marketing comme on a fait du marketing il y a 50 ans. Nous avons aussi des obligations réglementaires que chaque allégation que nous menons doit être justifiée auprès de la NSM lorsque c'est des dispositifs médicaux de classe 3.
Et donc, on a aussi des obligations éthiques et déontologiques à respecter, même si on est des industriels. Merci, Monsieur Amar. Docteur Rachid Tahiri. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation qui était vraiment très équilibrée. On ne partait pas effectivement dans des messages marketing, mais moi, en ce qui concerne la rétine, il y a un petit plus que je voulais souligner. C'était surtout en fait cette histoire d'inclinaison. En fait, ce qu'on utilise pour l'inclinaison du segment antérieur, on peut le faire pour aller visualiser encore plus en périphérie quand on fait sa vitrectomie périphérique. Un peu comme lorsqu'on utilise, par exemple, sa lentille Volk pour regarder en périphérie, on demande aux patients d'incliner l'œil. Mais en fait, on fait la même chose aujourd'hui pour regarder en périphérie. Alors aujourd'hui, la configuration des microscopes ne permet d'améliorer la visualisation qu'à midi à 6 heures, mais c'est un petit plus, on peut aller 20 degrés de plus en périphérie. Professeur Eric Sayeb. Oui, félicitations. Alors, c'est vrai qu'on a essayé, nous aussi, 2 systèmes d'écran 3D. 2 commentaires. Le premier, c'est qu'on pensait qu'après 25 années de chirurgie avec un microscope, on aurait du mal à s'y faire. Ben non, au bout d'1 ou 2 interventions, on a été surpris par notre plasticité neuronale. On y arrivait tout de suite. Finalement, on a trouvé un certain confort de positionnement, comme tu disais, tête en l'air, et puis on s'y a mis. Mais ça ne nous a rien apporté du tout pour la chirurgie de la cataracte. Pour le segment postérieur, oui, pour des membranes qui étaient très adhérentes, de bien voir le relief. C'est vrai que c'est sympa d'avoir un bon relief lorsqu'on pèle une membrane et parce qu'on pèle des structures qui ont 10 microns, donc on doit prendre la membrane sans toucher la rétine. Et c'est vrai qu'avoir ce relief-là, c'est assez appréciable. Docteur Nering. Oui, j'ai également un petit commentaire par rapport à la chirurgie de la rétine. En tout cas, mon expérience personnelle, c'est que sur des chirurgies, ce qui peut être vraiment différent du segment antérieur, des fois, on est amené à faire des chirurgies vraiment assez longues. Notamment, je pense à des vitrectomies pour les patients diabétiques, où une chirurgie peut parfois prendre jusqu'à 2 heures. Et là, il y a, je pense, vraiment un réel confort ergonomique de la 3D. Et vous avez fait également allusion à l'usage de filtres. Je pense qu'on utilise plus de filtres en chirurgie du segment postérieur. Il y a maintenant aussi des applications qui permettent de réaliser des angiographies, par exemple, en temps réel, en péropératoire. Et ça, ce sont des applications qu'on utilisera parce que ce n'est pas non plus encore d'application routinière. C'est quelque chose qui est amené à être implémenté progressivement. Et ça, ce sont d'autres applications de système heads-up, donc en 3D. C'est certain qu'effectivement, si on peut coupler une angiographie, on aura besoin effectivement d'un capteur avec un écran, hein, comme nous l'avons sur nos patients. Effectivement. Est-ce que ça sera utile en péropérateur? Peut-être. Alors, les fonctions de réalité augmentée seront quand même, à mon avis, mises dans le microscope, hein, je le reprécise. Donc, alors après, on peut se poser une autre question. Et là, je voudrais poser une question au laboratoire à Raphaël du laboratoire Zeiss, par rapport à la pénétration sur le marché, justement, de ces écrans 3D. Moi, je pense personnellement que, effectivement, en dehors de la rétine, sur le segment antérieur, cataracte, les microscopes ont beaucoup évolué, mais le microscope va évoluer et peut-être... bon, il y aura peut-être un jour des masques comme en réalité virtuelle plutôt qu'un écran, pourquoi pas. Donc, je voudrais avoir justement une information sur la pénétration sur le marché de ces systèmes 3D. Est-ce que les ophtalmologistes dans le monde adhèrent à cette technique? Nous sommes qu'au début en fait, du déploiement finalement de cette microscopie 3D. Il faut savoir que ce n'est pas arrivé en ophtalmologie pour proposer absolument aux ophtalmologistes la 3D. Encore une fois, chez Zeiss, en tout cas, on a des microscopes dans d'autres spécialités. Et c'est finalement l'utilisation des microscopes dans d'autres spécialités chirurgicales qui nous a donné l'idée, pourquoi pas, de proposer cette technologie pour l'ophtalmologie. En neurochirurgie, ça a aussi un intérêt. Pour d'autres spécialités, ça a un intérêt. Et du coup, étant spécialiste de cette technologie, on a souhaité la développer pour l'ophtalmologie avec des applications différentes. Aujourd'hui, la 3D est encore, en tout cas dans son démarrage de son déploiement. Ce n'est pas du tout, je dirais, la majorité des microscopes. Aujourd'hui, la majorité des microscopes sont des microscopes digitalisés qui sont de très, très bonne qualité déjà.
mais on a des applications ou finalement des équipes universitaires qui y voient un intérêt pour l'enseignement, encore une fois, des chirurgiens, que ce soit en hyperspécialité cataracte ou rétinienne. Question du professeur Monet. Moi, j'avais une dernière question, Marc, sur le plan technique, parce que tu nous as montré des acrobaties incroyables avec des patients qui étaient dans des plans inclinés pas possibles. Et moi, je dois dire que quand je les opère en essayant d'incliner de manière parallèle mon microscope, ça m'aide au positionnement de mes mains, ça m'aide à comprendre que le patient a une certaine angulation. Et je me dis que finalement, avoir quelque chose d'incliné, projeté à plat, même en 3D, on n'a pas d'inclinaison, est-ce que ce n'est pas gênant sur le plan technique pur chirurgical? Cette perte de repère. Non, mais comme le dit Eric, en fait, il faut rapidement, en fait, non. Ton cerveau, il se met dans le bon sens tout de suite. En fait, c'est assez étonnant. Dès le moment où tu commences, au début, c'est bizarre, et au bout de quelques secondes, finalement, comme si tu avais un niveau à bulle quelque part qui se positionne et qui ne gêne pas, quoi, voilà. Enfin, vous avez compris, c'est aussi pour nourrir une forme de débat au niveau de l'académie. J'ai pris un exemple en même temps qui est celui de la chirurgie 3D et de nos relations qui sont excellentes avec les industriels. Mais effectivement, là, tu l'as dit, c'est l'industriel qui avait l'habitude qui est venu vers nous. Tu vois, c'est différent du chemin inverse, quand c'est le médecin qui vient vers l'industriel en lui disant, voilà, là, j'ai un manque à gagner, tu vois. Donc, c'est un petit peu ça que je veux exprimer en balance. C'est sûr que lorsqu'on exprime un besoin auprès d'un industriel et qu'il est capable d'y répondre, ça, c'est le progrès technologique, vous voyez. Parce que la problématique quotidienne, c'est nous qui l'avons. Mais c'est une prouesse de mettre un 3D dans un microscope opératoire. Ça, on en a tout à fait conscience. Merci beaucoup.